La première des choses à faire, c'est qu'il faut avoir une armée digne de ce nom. Moi, je ne connais pas une rébellion dans l'histoire de l'humanité sur cette planète Terre qui s'est terminée simplement parce qu'on lui parle. Je pense qu'il faut situer cette insécurité comme étant l'expression de la rébellion qui perdure dans notre pays depuis plus de 60 ans. Et le premier élément de mon plan, c'est d'abord de faire un bon diagnostic des causes réelles de la rébellion, qui sont à différencier des causes qui n'en sont pas, qui sont utilisées dans la communication, dans la propagande des mouvements séparatistes. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas identifié les causes réelles et les différents acteurs qui animent cette rébellion, les intérêts particuliers et géostratégiques qui se cachent derrière ces rébellions, on ne pourra pas trouver une solution. C'est ce diagnostic qui n'a pas été fait au Mali et qui n'est pas fait encore. Et moi, je me suis donné la peine de le faire à travers un livre que je viens de publier de près de 500 pages, le fruit de près de 6 ans de recherche, intitulé « Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours ». Ceci dit, une fois que le diagnostic est fait, la première des choses à faire, c'est qu'il faut avoir une armée digne de ce nom. Moi, je ne connais pas une rébellion dans l'histoire de l'humanité sur cette planète Terre qui s'est terminée simplement parce qu'on lui parle. Aussi longtemps que les rapports des forces militaires sur le terrain n'aura pas changé, la rébellion ne finira pas. Donc c'est ça ma priorité. La solution du problème du centre se situe à deux niveaux. D'abord, il faut qu'au premier niveau, ce qui est valable pour tout le Mali, c'est qu'il faut d'abord qu'on ait une armée digne de ce nom. Deuxièmement, il faut que le gouvernement gère de façon compétente les affaires du pays. Parce qu'en vérité, l'insécurité, c'était à Kidal, c'est venu à Gao. À Mopti, on ne pensait pas que ça va y arriver. Aujourd'hui, on est à Mopti. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu les réponses appropriées de la part du gouvernement, de la part de la communauté internationale qui est là, disons, pour soutenir le Mali. Les réponses ne sont pas venues, et notamment l'anarchie. En conséquence, l'anarchie s'est installée. Vous savez, lorsque il y a le désordre quelque part, il n'y a pas d'État, l'État a dépéri, l'État a disparu. Et c'est l'anarchie qui s'installe. En ce moment, des islamistes qui ont été formés par les terroristes qui avaient occupé le Mali en 2012 ont été déversés vers le centre pour continuer ce qu'ils n'ont pas pu faire en 2013. Créer le chaos dans le pays, le désordre, aller même jusqu'à la guerre civile, et Dieu nous en garde, mettre tout le pays à feu à sang. Donc la première responsabilité, c'est vrai, c'est les terroristes qui cherchent à mettre le feu, mais on élit un gouvernement pour qu'il trouve la solution au problème. Le gouvernement n'a pas été capable de faire face à cette situation, et c'est ce qui explique ce que nous avons aujourd'hui. Vous savez, l'accord a été signé à contre-cœur par la plupart des acteurs. D'abord, les mouvements rebelles, on a vu leur comportement dans tout le processus, ne voulaient pas de l'accord. C'est sous la pression de la communauté internationale qu'elle a signé, je dirais, du bout des doigts. Son agenda n'était pas celui qui est inscrit dans l'accord. Le gouvernement lui-même, on le sait très bien, malgré les dénégations, le gouvernement est allé à cette table de négociation la tête baissée. C'est un gouvernement affaibli qui a perdu la guerre après ce qui s'est passé à Kidal en 2014. Et donc il était en position de faiblesse. Nous connaissons dans l'histoire tous les États qui vont dans des négociations à l'issue d'un conflit armé en position de faiblesse n'ont jamais ce qu'ils gagnent. On a obtenu le maintien de l'intégrité du territoire national, du caractère laïque et républicain de l'État, formellement dans les documents, mais ça ne suffit pas. Maintenant, comment les mettre en œuvre? Ce qui fait que les principaux acteurs, qui sont le gouvernement et les mouvements rebelles, avaient chacun un agenda qui était différent de ce qui était dans l'accord qui a semblé leur être imposé. Ceci dit, je crois que le gouvernement malien, il faut lui rendre ce à quoi il a droit, a fait le maximum une fois l'accord signé, pour montrer sa bonne foi, pour faire ce qu'il peut.
Mais les autres partenaires n'ont pas joué le jeu. D'abord, l'accord de Ouagadougou qui a précédé l'élection d'Ibrahim Bokar Keïta avait prévu expressement le désarmement et le cantonnement des rebelles. L'accord a pris 2 grandes décisions. Premièrement, organiser les élections, cela ça a été fait. Deuxièmement, désarmer les rebelles et aller à des négociations inclusives. Les rebelles n'ont jamais été désarmés. Et ça, ce n'est pas par la faute du gouvernement malien. C'est la communauté internationale qui s'est rendue complice des rebelles, d'une certaine façon, pour qu'ils se maintiennent armés. Parce que vous aurez constaté que de 2015 à aujourd'hui, jusqu'à une date récente, chaque fois que les rebelles se sont trouvés en difficulté, soit face aux forces armées du Mali, soit aux groupes d'autodéfense, quand ce n'est pas la MINUSMA, c'est Serval qui s'est interposé pour faire la force d'interposition, alors qu'il devait aider le gouvernement à désarmer les rebelles.